Eh ben, on va passer sur la notion du mois. Et c'est une notion qu'on nous avait demandé d'étudier. C'est la notion d'immobilier, particulièrement en France. Je vais juste resituer un petit peu les chiffres. À Paris, l'immobilier donc au mètre carré est autour de 10 à 11 000 euros. À Lyon, il est entre 5 et 6 000 euros. Et à Lille et Marseille, c'est entre 3 et 4 000 euros. Dépendant des arrondissements, évidemment, ça peut monter très vite. Je crois qu'il y a des arrondissements à Paris où c'est autour de 20 000. Donc moi, ma première question, c'est peut-on relier la baisse de la natalité au seul problème immobilier? Au seul problème, non. Il y a toujours un côté plurifactoriel. Mais le fait, pour de jeunes parents, de ne pas pouvoir se loger est quand même un aspect, si tu veux, particulièrement important du problème. Et c'est là où il y a des choses qui, moi, me sidèrent. Premièrement, il faut, je le pense, veiller déjà à des faits d'urgence comme la désindexation des loyers, parce que en période de crise inflatoire, on ne peut pas, si tu veux, faire payer aux locataires à la fin le tribut de l'inflation, parce que sinon ça va être un bain de sang. On rappelle que dans la loi française, en tout cas à Paris, on ne peut louer qu'un loyer qui est au moins 3 fois moins que son salaire, je crois que c'est... Le salaire x3. x3, exactement. Mais on sait très bien que tout ça c'est truqué et que ça occupe... De toute façon, tout ça, c'est cousu de fil blanc. Il y a des réseaux qui se réservent des logements. Il y a des tas de gens qui aujourd'hui, parce qu'ils ont des statuts d'auto-entrepreneurs, doivent payer ce qu'on appelle des cautions bancaires, donc c'est-à-dire de la totalité du loyer sur un an, immobilisé. Enfin, Non. Moi, ce que je pense, je suis assez radical sur ces questions-là. Je pense que sur le logement, il faut faire 4 choses. Premièrement, je pense qu'il faut faire une énorme politique du logement pour justement avoir des emplois non délocalisables et pour disons, faire la transition écologique et stratégique. Je dis bien écologique, stratégique et territoriale. La transition écologique toute seule n'aura jamais lieu. Il faut se mettre dans la tête. Hein, et moi, j'ai été élevé à la campagne, donc moi, si tu veux, je suis tombé amoureux des écureuils quand j'avais 6 ans, donc si tu veux, moi j'adore les petits lapins, j'adore tout ça. Tu vois, la seule bête qui arrive, qui nuit à la campagne l'été, c'est le militant marcheur qui va dans sa maison de campagne. Tu vois, c'est le boomer macroniste. Alors lui, pour le coup, organisons des battues. Le problème, c'est que la transition écologique toute seule est infaisable. Il faut prendre la dynamique des territoires et il faut prendre la dynamique stratégique. On ne gère pas la transition énergétique et écologique en Guadeloupe, là où nos frères ont très bien voté, eux, comme dans la plupart de nos camarades des Dom-Tom. On ne gère pas la transition écologique et territoriale dans nos fiers départements et territoires d'outre-mer, comme on la gère dans le Morbihan, et on ne la gère pas dans le Morbihan comme on la gère à Paris, et on ne la gère pas à Paris comme on la gère dans le Massif central. Tu vois, la logique, le territoire commande tout. Premièrement, une grande politique du logement pour réhabiliter des logements déjà, pour les mettre, pour revoir toute la consommation d'énergie et autres. Et ça, on avait fait, à l'époque où on travaillait avec le CAPEC, donc de Jean-Luc Chaffausan, on avait fait des documents précis là-dessus, qui n'ont d'ailleurs pas pris une ride, il faudrait d'ailleurs peut-être revoir, les réactualiser avec les chiffres d'aujourd'hui, mais il y a une politique du mal logement, c'est-à-dire que nous faisons vivre des millions de Français dans des logements insalubres. Deuxièmement, il y a la préférence nationale au logement, c'est-à-dire que je suis désolé, moi, qu'on arrive à loger tous les réfugiés ukrainiens alors qu'on a des Français qui crèvent la gueule ouverte dans la rue, et je rappelle que la fin de l'hiver n'est pas une bonne nouvelle pour les SDF français, parce qu'il y a énormément de SDF qui meurent l'été. Dans l'indifférence générale. Donc tout le monde s'en contrefout de toute façon. Donc, si tu veux, préférence nationale au logement, c'est-à-dire, écoutez, on n'a pas à faire la rasade à tous les poivreaux. Et je vais dire, mon modèle, Mohamed VI. Je sais que ça va hurler au stade où j'en suis. Le Maroc vient de réaffirmer le principe de préférence nationale, ce qui prouve que Mohamed VI est un grand roi. Voilà. Donc moi, ce que je veux un Mohamed VI pour mon pays. Voilà.
Je vais faire comme nos fiers amis marocains, qui ont tout à fait raison de revenir sur le concept de préférence nationale. Point barre. Une fois qu'on a ça, on a deux autres grands problèmes. Impossible je te coupe. Impossible dans l'Union Européenne. Non, mais si tu veux, de toute façon, de préférence nationale, impossible dans l'Union Européenne. C'est que l'Union Européenne, c'est la préférence étrangère par nature. Et ça, c'est dans les faits, mais de jurer, c'est... De jure, c'est le droit européen est incompatible avec toute notion de préférence nationale. Ouais. Et ceux qui vont m'objecter, les fonctionnaires, c'est faux. Vous connaissez mal le droit européen. Le droit européen n'a qu'une seule limite, ce sont les fonctionnaires d'autorité, c'est-à-dire les flics, les douaniers, les militaires, et une part des hauts fonctionnaires. Et ça ne durera plus très longtemps. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas aimé d'Éric parce que c'est de la merde, mais bientôt la police allemande, vous allez la revoir. Deux autres grands problèmes du logement. Le premier, c'est le contingentement. Moi je trouve anormal, que on dise, écoutez, il y a des ententes sur les loyers, sur la spéculation immobilière. En plus, nous sommes déjà dans une inflation d'actifs depuis plusieurs années. Évidemment, ça touche l'actif immobilier. Donc, le plus simple, c'est peut-être de voir un contingentement des logements, parce qu'il est anormal que de grands logements, qui sont des logements de famille, soient accordés à des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont aucune volonté d'en avoir. Alors vous me direz, c'est intrusif vis-à-vis de la vie privée. Peut-être. Mais ou alors, ce qu'on pourrait toucher, c'est de dire, il est qu'une famille fasse un placement immobilier pour le louer, ça je suis tout à fait d'accord, que des assurances ou des banques étrangères qui possèdent des immeubles entiers vides dans Paris. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais... 1 sur 5. 1 sur 5 du parc locatif parisien serait vide. Et bien là, pour le coup, vous savez ce que vous faites ? Vous faites une loi d'un pays communiste, qui sont les États-Unis d'Amérique et l'État de New York, au lieu du juche nord-coréen, qui fait payer une amende, qui fait payer un droit au logement inoccupé équivalent à 2% de la valeur du bien dans une des villes les plus chères au monde, qui est New York, par an. Et bien moi je dis aux étrangers, vous voulez louer en France, il n'y a pas de souci. Vous avez 2% de la valeur du bien à nous donner. Alors tu imagines, pour les assurances étrangères qui font du plan spéculatif ici, 2% de la valeur du bien à nous régler par an en fin d'année en décembre ? Et bien tout simplement, ils vont mettre à louer immédiatement. Ou ils vont mettre à vendre immédiatement, ce qui peut faire baisser, je pense pas énormément, parce que tu as une telle spéculation autour des villes-mondes comme Paris, Londres, etc., mais ça pourrait permettre, ça plus une politique intelligente faite de préférence nationale pour faire revenir le petit peuple dans Paris, ça pourrait permettre de faire de Paris enfin une vraie ville, et non pas une espèce de grand musée boboïde, si tu veux, qui a tout du bal des vampires. Tu vois, Paris l'été, c'est du mauvais Polanski, alors qu'avant, c'était une ville très chouette. Moi, je fais partie de ces gens qui ont été parisiens très longtemps et à qui Paris manque. Le vrai Paris manque. Et il est vrai que depuis que notre drame de Paris a fait ce qu'elle a fait, on reconnaît moins Paris. Dernier point, je pense qu'il faut autoriser un aspect un peu libertaire, justement pour lutter contre les logements vides. Et là, pour le coup, je suis contre la volonté du DAL, le droit au logement, de mettre des immigrés partout, parce que le DAL est avant tout une officine immigrationniste, mais je suis pour qu'on copie la loi italienne. Alors vous me direz, oui, mais c'est une loi mussolinienne, j'en ai rien à foutre. Hein, j'en ai rien à foutre. Hein, ça se rappellera que la fête des mères... la fête des mères, c'est... Alors la fête des mères, attention, la République y pensait avant, hein, mais ça s'est concrétisé avec le maréchal Moustache. Mais deuxièmement... avant de m'emmerder, faites rayer à Heidegger des programmes de philo et on en reparlera. Hein. Oui, c'est une loi mussolinienne, mais est-ce que la loi était aussi mussolinienne qu'Heidegger a été nazi ? Vaste question. Donc, et que dit la loi qui a permis entre autres à la naissance du mouvement Casa Pound ? C'est que tout logement vide peut être occupé par un Italien. Et je pense qu'il faut aller jusque-là, et je pense que pour certaines... entreprises étrangères, je pense à des fonds de pension ou surtout à des fonds de pension ou à des assurances et banques étrangères, il faut recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique qui est dans nos lois.
C'est aussi simple que ça. Si tu veux, on ne peut pas vivre avec des millions de Français en mal logement, on ne peut pas vivre avec des étudiants qui dorment dans la rue, avec des gens qui sont des actifs. Est-ce qu'on se rend compte que une personne, je crois, je ne me rappelle plus, c'était les chiffres du Secours populaire, une personne sur 5 ou sur 6 qui vit dans la rue a un emploi? Si tu veux, là on n'est pas une nation de fous, on est une nation d'abrutis, c'est beaucoup plus grave. Et là, sans vouloir être dramatique, mais on parle seulement de l'aspect locatif. Qu'en est-il de l'achat, de devenir propriétaire? Non, mais l'achat, et ça, si tu veux, il faut... Moi, si tu veux, c'est aussi pour ça que je veux publier les œuvres d'Hilaire Belloc, parce que Hilaire Belloc, le binôme de Chesterton, sont des gens qui pensent qu'il faut donner au peuple la petite propriété. Il y a environ 60% de Français qui sont propriétaires de leur logement, et il faut monter entre 70 et 80. Il faut une France de propriétaires, pas une France de locataires. Alors vous me direz, le problème des propriétaires, c'est qu'après ça les rend lâches parce qu'ils ont ils ont trop à perdre. Ils ont du confort. Oui, c'est vrai, mais alors premièrement, ça c'est une éducation au bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a une éducation à son rapport au bien, pas au bien avec un grand B, mais au bien immobilier, au bien matériel. Il y a une éducation à faire par rapport au bien, c'est-à-dire du détachement par rapport au bien, mais ça c'est un problème scolaire, et c'est un problème d'éducation de parents, c'est-à-dire que quand le fait de posséder des biens matériels est le seul but d'une vie, alors évidemment vous allez créer des lâches. C'est tout à fait normal. Mais il est tout à fait normal que quelqu'un qui a eu du labeur pour sa famille finisse par « je leur donne au moins une maison ». Et moi je suis désolé, les projets de spolier une partie de la classe populaire de ses biens au nom d'une idéologie anti-maison individuelle, je suis désolé, c'est un aspect niveleur, totalitaire et policier qui est une régression majeure de l'histoire de l'Occident. Voilà, c'est aussi simple que ça. Or, moi je suis pour qu'on aide à la propriété et on peut faire beaucoup de choses. On peut essayer de sortir les emplois des villes, parce qu'aujourd'hui il va falloir ressortir les emplois des villes, parce que sinon les villes deviennent invivables. Oui, c'est vrai on a un cas qui est très parisien. Oui, mais si tu veux, tu as tout l'aspect aménagement du territoire. Tu as également le fait de repenser les circuits de transport, ce qui permet, moi je le dis, je préfère, moi, habiter dans ma région en Normandie à 1h20 de Paris, plutôt que d'avoir une maison en moyenne banlieue, ce qui me fait le même temps de trajet, 1h20 dans les deux cas. Donc, et là, pour le coup, c'est une problématique de transport, de confort dans le fait d'être transporté, etc. Mais pour le coup, et on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire, est-ce que si nous arrivions à égaler les grandes vitesses de certains TGV asiatiques en France, est-ce que ça réduirait pas considérablement? Alors je ne sais pas si c'est faisable. Alors il y a des tas de servitudes techniques, mais tu vois, à partir du logement, et c'est pour ça que si tu veux que la souveraineté se divise pas, c'est que rien ne se divise en fait. Tu vois, à partir du logement, jusqu'où on va sur la problématique d'aménagement du territoire, sur la problématique des transports, sur la problématique des services publics, etc., etc. Et là, pour le coup, et qu'on ne me dise pas que c'est un rêve anti-écologique. Il faut arrêter de déconner. D'ailleurs, la plupart des maisons autonomes qui existent, elles n'existent pas en ville. Elles existent dans le périurbain. Et il y a des tas de... Nous, on a un mec dans l'équipe qui est dingue de ça, tu vois, qui est Laurent. Tu vois, le Kraken, tu vois. Que vous voyez parfois en modération. Lui est obsédé parce qu'à la base il est architecte, donc des nouvelles manières de construire. Il y a une révolution à faire. Bon, il y a des révolutions à faire dans tout, le problème, tu vois. C'est que si tu veux, le souci, c'est qu'on a tellement mis dans la tête des gens que rien n'était possible, qu'ils ont fini par le croire. Or, le tout, c'est d'organiser, et moi à la fin je vais finir par faire le travail de nos politiques à leur place, je vais finir par organiser les comités d'experts moi-même. Le
problème, si tu veux, c'est que on doit avoir des experts au logement, c'est pas compliqué. Et il faut être audacieux, parce que, en plus, si tu veux, comme l'Occident va vivre un grand tassement démographique, qu'il y a encore des gens mal logés, alors qu'il y aura plus de logements que de gens à loger, là, si tu veux, c'est qu'on est fini, quoi. Enfin, le dernier qui sort éteint la lumière. Ça, c'est si la préférence nationale est appliquée. Ça, c'est si la préférence nationale est appliquée, parce que sinon, de toute façon, là, pour le coup, les logements, ils vont se bousiller d'eux-mêmes, vu que tu vas recevoir des masses inassimilables et inassimilées, et qui vont, si tu veux, détruire l'espace urbain, non pas parce qu'elles ont une malignité quelconque. Le problème, c'est qu'elles font venir des mœurs urbaines qui ne sont pas les nôtres. C'est simple que ça. Et oui, et puis c'est pas charnellement leur territoire. Et en plus, c'est pas leur territoire. Et à la fin, en plus, la deuxième génération, c'est des déracinés, c'est-à-dire c'est des gens qui savent pas qui ils sont. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils détruisent leur propre espace. Je vous rappelle que les banlieues étaient des lieux nec plus ultra dans les années 60-70. Regardez ce que les populations qui y vivent en ont fait. Voilà, je suis désolé. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu penses je vais terminer par ces deux questions. Il y a beaucoup de gens qui pensent justement la maison du futur et tout, et qui se rêvent un peu de revoir une mode à Le Corbusier, que personnellement je trouve assez dégueulasse, parce que Le Corbusier, on palabre souvent sur ses villas, mais la cité à Marseille. Ouais, mais puis surtout le Corbusier. Alors ça, si tu veux, c'est une réflexion que j'emprunte à un mec qui me fait rire parfois à Radio Courtoisie, qui est Alain Pocard. Faut pas oublier que Le Corbusier, c'est quand même l'homme de la maison universelle. C'est-à-dire que la maison déterritorialisée, parce qu'avant, tu n'avais pas le même type de maison au nord, au sud, à l'est, à l'ouest en France. Et à titre personnel, je pense qu'il faut au contraire aller vers un aspect identitaire des lieux. Comme les positivistes et les élèves d'Auguste Comte l'avaient très bien fait en baptisant les villes du nom des morts. Tu vois, il faut... Moi, tu vois, alors, tous les salopards qu'on veut à De Gaulle d'avoir laissé les zones industrielles se faire, De Gaulle voulait moderniser la France pour éviter qu'on ait les chaînes aux mains. Vous lui en voulez parce qu'il ne savait pas dessiner les maisons. Depuis quand c'est au président de la République de faire ça ? C'est vous qui n'avez pas été capable de les faire. Déjà, il savait écrire. Non mais, c'est vous qui n'avez pas été capable de les faire. Vous savez, Serge Lamal disait, dans sa très belle chanson sur De Gaulle, pour ne pas dire la chienlit quand papa sera parti. Parce que moi, quand j'entends des mecs dire, vous vous rendez compte, il a enlaidi la France, vous avez vu tout ce qu'il a fait ? C'est vous qui n'avez pas été foutus de faire des maisons à peu près sympathiques, et qui nous ont fait ces trucs dégueulasses. C'est pas au président de la République de faire les zones industrielles. On rappellera le paradoxe d'architecte qui dessine ses immeubles, mais qui vit jamais dedans. Non mais si tu veux, faut quand même arrêter le beans, quoi. Je pense qu'il faut bien avoir en tête que la maison universelle a participé, si tu veux, à la désidentification des lieux, à faire des non-lieux. Tu vois ? Et je pense qu'au contraire, il faut refaire des lieux. Et d'un côté, grâce à toutes ces nouvelles méthodes de construction, alors Laurent en parlerait infiniment mieux que moi, hein. Moi, si tu veux, je suis très loin de mon domaine, mais d'utiliser... les imprimantes 3D, par exemple, ce genre de choses. Alors, tu as les méthodes technologiques, et puis tu as les méthodes, ce qu'on appellerait néo-naturelles, par exemple, d'utiliser, tu sais, les blocs de terre, tout simplement, pour faire des maisons en blocs de terre, tu vois. Comme du torchis, quoi. Non, c'est pas tout à fait ça, si tu veux, c'est pas tout à fait ça. Si tu veux, et puis tu as toutes les technologies de la maison autonome, tu vois, donc... Moi, si tu veux, t'as des tas de trucs à faire, tu vois, t'as des tas de trucs à faire, et justement pour redonner de l'autonomie à l'individu et de l'autonomie à la citoyenneté. Tu comprends ? Parce que si tu veux, l'individu dépendant et faible est un non-citoyen. Et c'est dans la problématique du rapport au lieu que ça peut se jouer. Mais justement, pour conclure ce sujet, on sait qu'il y a un séminaire allemand qui a déjà été, ou en tout cas germanique, qui a été cité, qui est Klaus Schwab, avec sa fameuse phrase « Vous n'aurez rien », ou en tout cas c'est son projet, « Vous n'aurez rien et vous serez heureux ». Est-ce que c'est le futur qui nous est réservé si jamais cette crise... En Europe de l'Ouest, oui.
En Europe de l'Ouest, oui, parce que tout simplement, c'est très simple. Ils vont utiliser la mécanique de la dette pour déshabiller les États, ça c'est quasiment fait. Et ben, ils vont l'utiliser pour vous déshabiller vous. Il y a des gens qui s'arrêtent que quand on les arrête. Ils n'ont aucune raison. On les a blanchis en 2007-2008. On aurait dû les pendre, on a banqué pour eux. Tant que je gagne, je joue. Tu sais, c'est l'affaire du terroriste belge devant un distributeur de canettes. Il met une pièce, ça tombe, une pièce, ça tombe. L'autre, il dit, mais vous allez tout prendre. Eh ben, tant que je gagne, je joue. Là, c'est pareil. Tant que je gagne, je joue. Oui, oui, ils iront jusqu'au bout maintenant. Ils iront jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils vont... Et tu te rends compte que on va basculer dans l'anti-politique, pas totalement au sens du grand maître Julien Freud, mais dans l'anti-politique, dans l'anti-police, dans l'anti-filia, dans l'anti-civilisation, dans l'anti-tout. Parce que tu imagines comment va-t-on rebâtir une société quand on aura fait payer les dettes des usuriers à la totalité de la population honnête. Alors, si t'es méchant, tu dis, ben, cette population honnête, elle avait qu'à être plus courageuse, elle paye sa propre lâcheté. Ouais, ça, si tu veux, c'est mignon de balancer ça. C'est mignon. Le problème, c'est que les mecs que j'entends dire ça, je les ai jamais vus avec un flingue sur une barricade. Donc, tu vois, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, comment veux-tu rebâtir un ordre juridique et social une fois que tu as commis l'injustice majeure de faire payer les innocences au profit des coupables? Et d'en avoir fait système. Suum cuique tribuende. Rendre à chacun ce qui est sien. La prérogative de justice. D'ailleurs, je me permets je pense que c'est son meilleur ouvrage, à Norman Palma, si tu veux, son ouvrage sur la justice. Alors, tu as dialogue sur la justice, mais tu as surtout là où il y a la couverture que justice soit faite. Tu vois, avec une grande épée, et si tu veux, c'est un ouvrage de philosophie du droit, il faut vous remettre là-dedans, il faut recouvrir la prérogative de justice. Sinon, c'est la tyrannie anomique. Et la tyrannie anomique, c'est l'alliance de l'État barbare et de l'État servile. Donc, tu vois, c'est-à-dire Oberton plus Schwab. L'horreur. Pas Oberton l'auteur, Oberton les théories qui pourraient... Mais non, bien sûr, les théories que Laurent utilise dans Guérilla 1 et 2, etc. Évidemment, pour Oberton, lui, il est utile Oberton, mais comme lanceur d'alerte. Alors le problème, c'est que c'est à la fois la barbarie vue par Oberton et le monde vu par Schwab. Et là, pour le coup, sincèrement, même si vous m'offrez des places, je suis pas certain de vouloir aller voir le film. C'est comme un film avec Gérard Jugnot, même gratuit, ou un spectacle d'Elysée Moon, même gratuit, vous y allez pas quand même.